Vous écoutez Napoléon, la campagne d'Égypte, épisode 2. Deux semaines après l'entrée triomphale de Bonaparte au Caire, la baie d'Aboukir entre Alexandrie et Rosette devient le théâtre d'un dramatique affrontement. N'est-ce pas notre flotte de guerre qui est au mouillage? C'est curieux, je la croyais au port vieux d'Alexandrie. Les eaux n'y sont pas assez profondes, paraît-il. Mais ils se tirent dessus. Les Anglais nous attaquent. Hélas, il fallait bien que nous les rencontrions. Mais n'ayez crainte, notre flotte est sous les ordres de l'amiral Bruez, un homme d'expérience. Nous avons le même âge. Il aura facilement raison de nos ennemis. Nos navires semblent figés, au contraire de leurs adversaires. Quoi qu'en dise le général Menou, sous les yeux impuissants de Denon, Villiers et Jollois, les premiers coups de canon ont annoncé l'ouverture d'une tragédie. Les Anglais ont découvert la flotte française qui leur échappe depuis des mois. L'amiral Nelson, qui a juré la perte de Bonaparte, scinde son escadre en deux et une partie parvient à se glisser dans l'étroit espace libre entre la côte et les vaisseaux français. Les navires français, irrémédiablement enchaînés les uns aux autres par décision de leur amiral, vont devoir combattre à l'ancre. Au cours de la bataille d'Aboukir se déroule un événement dramatique. Alors au milieu de tant d'autres événements dramatiques, c'est l'explosion du vaisseau amiral français l'Orient. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. L'Orient, c'est un bateau qui était probablement un des plus grands, un des plus beaux, un des plus puissants bateaux du monde. Et en fait, à sa première bataille, eh bien, il explose. L'explosion a été si forte et si puissante que l'on rapporte que la bataille s'est arrêtée net pendant près de 15 minutes. Peter X, historien. Tous étaient en état de choc. L'énorme explosion a laissé tout le monde abasourdi. C'est une tragédie, citoyen Comté. C'est impossible, général Kléber. Nous allons nous ressaisir. Il faut nous rendre à l'évidence. Au matin, nous n'aurons plus de flotte. Et sans flotte, nous serons prisonniers de l'Égypte. Kléber a raison. Après la bataille d'Aboukir, il n'y a pas d'espoir de retour. Il faudrait une nouvelle flotte, mais la France n'a pas de flotte de rechange pour venir rechercher l'armée d'Égypte. La bataille d'Aboukir est évidemment un immense succès, un de ceux qui vont établir la réputation de Nelson. Il devient le baron du Nil à la suite de cette bataille et arbore un crocodile sur ses armoiries. Bonaparte devait seulement étudier la possibilité d'une installation durable des Français en Égypte. Il n'a plus d'autre choix que de la mettre en œuvre immédiatement. De mon point de vue, en tant qu'historien égyptien, la défaite d'Aboukir va représenter un moment de bonheur pour le peuple égyptien. Ahmed Youssef, historien et membre de l'Institut d'Égypte. Car Bonaparte, convaincu de devoir s'installer durablement en Égypte, s'est mis rapidement à bâtir des ateliers, à construire des routes et à édifier des hôpitaux modernes, comme en France. Les Égyptiens vont passer du médecin barbier au médecin moderne. Bonaparte a fait entrer l'Égypte dans la modernité. En même temps où Bonaparte organise l'administration du pays, système fiscal, etc. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Il va réorganiser son armée, il va la remettre, on va dire, en état de fonctionnement et solliciter davantage les savants. Citoyens, si je vous ai réunis ici de bon matin, c'est dans le but de fonder un institut pour les sciences et les arts, semblable à celui de France. Comment envisagez-vous les choses, général? Je voudrais pour commencer, citoyen Monge, qu'on améliore la construction des fours locaux, afin que l'armée ait du bon pain, comme en France, et trouver absolument les produits susceptibles de remplacer le houblon dans la fabrication de la bière. C'est essentiel à nos soldats. Et pour l'eau qui nous a occasionné tellement de souffrances intestinales? Je compte sur vous pour clarifier et rafraîchir les eaux du Nil. Et sur vous pour nous procurer de nouvelles ressources nécessaires à la fabrication de poudre. Et aurons-nous d'autres missions? Mais enfin, toutes celles d'un centre de recherche sur l'Égypte actuelle et l'Égypte antique. Vous pourrez étudier la faune de ces contrées. Mais pas seulement. Je compte sur votre aide à tous pour améliorer notre installation sur place et contribuer au développement des sciences
appliquées à ce pays après qu'elles en aient été exilées par la barbarie. Cela me permettra d'évoquer les nombreux problèmes d'ophtalmie et d'hygiène auxquels nous sommes exposés. Et moi, les procédés locaux pour la fabrication de l'indigo ou même de l'ammoniac. Citoyens, vous voudrez bien, avant toute chose, vous occuper sur le champ de rédiger les articles du règlement. Notre première séance aura lieu demain matin, à 7 h. Messieurs, L'Institut d'Égypte a pour objet le progrès et la propagation des Lumières en Égypte, la recherche, l'étude et la publication des faits naturels, industriels et historiques de l'Égypte. Il comporte 4 sections: mathématiques, physique, économie politique et littérature et art. Bonaparte réquisitionne plusieurs palais contigus. Robert Solé, écrivain et journaliste. Il va créer une sorte de petite cité scientifique avec des laboratoires. On va constituer cet institut d'Égypte dont le mathématicien Monge sera le président, le premier président, et Bonaparte lui-même sera le vice-président puisqu'il se considère lui-même comme un savant. J'aurais aimé être membre de l'Institut, afin de pouvoir loger dans ce superbe palais. Ah, je vous comprends. On profite ici d'une paix délicieuse. Je rencontre ici plus de commodité et autant de magnificence qu'on en trouve au Louvre. Tout ici est réuni. Quelle chance de pouvoir disposer de tout librement. Il paraît qu'il y aura bientôt un observatoire et un laboratoire de chimie. Des cabinets d'histoire naturelle, de physique, de minéralogie, et même des salles dédiées à l'archéologie. Parce que nous ne sommes guère chanceux, Jaulois, tu ne trouves pas? Il est vrai que nos tâches ne sont guère variées. Dis plutôt que nous n'en avons qu'une, unique. Mesurer le Nil. Nous sommes géomètres, certes, mais d'Alexandrie au Caire, nous n'avons fait que cela. Et je n'en peux plus de toute cette eau, toujours de l'eau. Nous ne voyons rien d'autre. Ne désespère pas. Il est question pour nous d'aller bientôt explorer les traces de l'ancien canal qui relie la Méditerranée à la mer Rouge. Il date de l'époque pharaonique. Alors vous irez alors au nord quand j'aspire à me rendre dans le sud. Ah, je ne suis pas venu en Égypte pour rester bien aise au Caire. Non, je voudrais fouler une terre couverte de tout temps du voile du mystère. Et fermée depuis 2000 ans à tout Européen. Ah, la haute Égypte. S'il organise le travail des savants, Bonaparte tient également à minimiser la défaite d'Aboukir en éblouissant les Égyptiens. Il leur assure encore une fois qu'il respecte leur religion et même que celle-ci le fascine. L'islam va être un enjeu majeur pour Bonaparte et toute l'armée française durant l'occupation du pays, les 3 années que va durer l'expédition d'Égypte. Ahmed Youssef, historien et membre de l'Institut d'Égypte. Car il réalise que l'islam fait partie de la vie quotidienne des Égyptiens. Dans les réunions avec les savants et les oulémas du Diwan, il évoquera même la possibilité de se convertir à l'islam. Bonaparte fait fêter 4 jours durant la naissance du prophète avec un faste sans précédent. Sur les bords du Nil, devant l'état-major français et tous les notables de la ville, les troupes françaises défilent en fanfare. Tout est fait pour impressionner les Égyptiens. Les oulémas ne sont pas du tout convaincus par le discours tenu par Bonaparte et son entourage, ces orientalistes qui font d'ailleurs des fautes de grammaire en arabe, la langue sacrée, la langue du prophète. Et donc là, il y a à la fois une suspicion et un rejet. Un rejet dont les Français tardent à mesurer l'ampleur. C'est au point que Villiers et Jaulois n'hésitent pas à dormir seuls dans le désert, sans escorte, tant ils ont hâte de participer à une visite extraordinaire organisée par Bonaparte. Eh bien, jeune homme, cette pyramide, livrez-moi les secrets. Citoyen général, la pyramide de Khéops compte pas moins de 207 assises, plateforme incluse. Nous avons appliqué une règle sur chaque contre-marche et en avons déduit qu'elle mesure au moins 137 mètres de haut. Eh bien, vous connaissez votre affaire, jeune homme, dites-moi. Bon sang, Monge! Quel équilibriste! Monge, évitez de vous rompre le cou! On va assister à quelque chose de très étonnant.
dans le désert du Caire, au pied de la Grande Pyramide. Robert Solé, écrivain et journaliste. Il va se constituer là le premier chantier archéologique, probablement du monde, où on va avoir des savants de diverses disciplines, des architectes, des géomètres et d'autres, étudier la Grande Pyramide, mesurer d'abord la Grande Pyramide. En attendant que le citoyen Monge nous rejoigne, voulez-vous boire? Ah, volontiers. Quel immense volume, quelle harmonie des proportions. Ces pyramides éclipsent tout ce qui les environne. Tu es heureux? Cela te change de tes mesures d'eau? Ah, c'est magnifique. Oh. Tenez, buvez avant de parler. Merci, Général Bonaparte. Oh. D'en haut, on comprend que les hommes aient voulu rivaliser avec la nature. En immensité et en éternité. Si vous le permettez, j'aimerais vous montrer l'intérieur. Voilà, Général, c'est ici. Permettez? Vous verrez combien l'intérieur est extraordinaire et donne lieu à d'intéressantes observations. Oh. L'entrée est difficile, Général, mais cela vaut le détour. Vous verrez une rampe qui conduit au centre de l'édifice. Général, je vous en prie. Non. Allez dire aux soldats de faire graver le nom de nos officiers morts au combat à l'intérieur de la pyramide. En un lieu bien visible qui les honorera pour la postérité. Je vois bien quelque chose, Général. J'ai quelque chose pour vous. Vous voulez bien, Villiers? Vous verrez dans le fond de la cour une petite dépendance. À l'intérieur, sous une grosse caisse en bois, j'ai caché quelques bonnes bouteilles. C'est ma réserve personnelle. Je l'accompagne. Connaissez-vous les rumeurs? Non. Des lettres d'Ibrahim Bey annonceraient l'arrivée imminente de troupes ottomanes armées. Les Turcs nous ont déclaré la guerre dès qu'ils ont eu vent du désastre naval d'Aboukir. Ils nous pensent faibles et sont prêts à marcher sur nous. Ah non. Ah non. Si c'est vrai, le travail des savants va être encore sacrifié sur l'autel de la guerre. Faites preuve d'optimisme. Nous sommes commandés par un général auquel jamais rien ne résiste. Depuis le désastre d'Aboukir, le vent tourne pour les Français. L'alliance anglo-turque est un véritable danger, mais ce n'est pas la seule menace. Au Caire, les habitants, semblant jusqu'alors s'accommoder de la présence française, supportent de plus en plus mal leur impiété et ce vin interdit qui se répand en ville. Oh, laquelle prendre? Attends. Montre-moi celle-là. Quoi, celle-ci? Ouais, c'est ça. Oh. Nous sommes 4. Je suis d'avis d'en prendre 4. 2. Ouais. Général, on vous cherche. Lieutenant Morel, 2e demi-brigade d'infanterie. Mon général, il y a une révolte en ville. Il faut vite organiser la défense de cette ville-là. Comment ça, une révolte? Une révolte des habitants du Caire. C'est la chasse aux Français dehors. Des victimes, lieutenant? Oui, on déplore déjà une centaine de morts, général. Bon, vite, lieutenant. Donnez-leur 2 fusils. Monge, par là. Mais je l'ai jamais tiré, je ne saurais jamais m'en servir. Mais regarde, c'est facile. Soldat, une cartouche. Tu prends ton fusil. Tu pousses le bassinet. Tu mets un peu de poudre. Tu refermes. Tu reverses la cartouche dans le canon. Tu bourres. 2 fois. Voilà, t'as plus qu'à viser et tu tires. Si jamais tu rates, serre-toi de ta baïonnette. Allez, tout le monde, sur la terrasse! T'inquiète pas, Édouard, ça va aller. Déjà, tu n'as pas tout perdu. Espérons qu'on pourra la boire. Il ne sert à rien d'espérer. Il faut rester concentré et agir au bon moment. Armes! Attention tout le monde! On ne tire qu'à mon ordre! Feu! Au sang de bois, elles sont passées! Réarme vite! Villiers, dépêche-toi! Dépêche-toi! Vite, lieutenant! Bloquez l'escalier!
crois que l'heure de vérité a sonné. Envisage-t-on de mourir au combat quand on a 20 ans? Ni Villiers ni Jollois n'ont rien laissé transparaître de leurs sentiments après leur premier feu. Cinq de leurs collègues scientifiques ont laissé leur vie avec celle de 300 soldats dans cette révolte. Bonaparte n'a plus l'intention de séduire les habitants du Caire par sa tolérance religieuse et le respect des mœurs. Il isole la ville et organise d'une main de fer une sévère répression armée. Al-Jabarti, chroniqueur oriental, écrit « Au cours de la nuit, les Français pénétrèrent dans la ville comme un torrent à travers les rues et les ruelles. On aurait dit des diables. » Et Bonaparte donne l'ordre de fermer les yeux sur les saccages et les pillages. Pour nos deux jeunes savants, la révolte est un choc. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Ils passent de leur rêve égyptien à la réalité de la guerre et de la conquête. Ils passent du statut de civil venu apporter les Lumières au statut d'ennemi. Cette révolte part du quartier de la mosquée d'Al-Azhar, la plus grande mosquée du Caire. Ahmed Youssef, historien et membre de l'Institut d'Égypte. Bonaparte est contraint de la réprimer très violemment. Il commence par bombarder le quartier d'Al-Azhar, avant d'entrer dans la mosquée avec armes et chevaux et la profaner. Ce qui ne sera jamais pardonné aux Français, ça restera comme une tâche. Quelque chose s'est cassé au moment de cette insurrection, mais Bonaparte a réussi à rétablir l'ordre en Égypte. L'ordre est rétabli, mais la paix reste fragile, car les deux chefs mamelouks, vaincus à la bataille des Pyramides, sont toujours en fuite avec une partie de leurs troupes. Ibrahim Bey au nord vers la Syrie et Mourad Bey au sud en Haute-Égypte, avec le général Dezay à ses trousses. Cela fait 5 mois que je suis lancé à la poursuite de Mourad Bey, que cette folle course nous a conduit à remonter toute la vallée du Nil sur plus de 500 km. Chaque rencontre avec les Mamelouks nous voit vainqueurs dans les sables rougis du désert. Mais toujours, Mourad Bey se dérobe. Je désire bien que ce Bey n'ait pas de relâche et le détruire dans quelque pays qu'il aille. La Haute-Égypte et ses splendeurs archéologiques. Vivant de nom était si impatient de les découvrir que, malgré le danger, il s'est démené pour obtenir l'autorisation d'accompagner Dezay. Je vous en prie, citoyen de nom, cessez de vous agiter ainsi. Impossible, général Dezay. Je n'ose m'asseoir, j'ai si mal au dos, aux fesses, je suis si courbattu que je craindrais de ne pouvoir me relever. La traversée de la Haute-Égypte sans quasiment 1 minute de repos m'épuise. Quel dommage. Si notre bivouac avait été établi à proximité de ce temple, j'aurais pu au moins voir une ruine de près, même dans la nuit. Trop dangereux. Je vous promets que lorsque nous en aurons fini avec Mourad Bey, je vous donnerai tous les moyens nécessaires à votre travail. Et voilà des mois que Mourad Bey vous échappe. Et je passe mes journées à cheval sans presque jamais en descendre. Et la position s'avère fort mal commode pour dessiner. Tenez, regardez. Il n'y a pas un trait qui soit droit. Vous reprendrez tout au propre une fois de retour au Caire. Oui, si nous y revenons un jour. Après encore des semaines de poursuite qui l'emmènent toujours plus au sud,
Dezay atteint Assouan et s'en empare à l'issue d'une bataille qui le voit une nouvelle fois victorieux des Mamelouks. Tandis qu'une fois de plus, Mourad Bey lui échappe. Avec l'arrivée des Français en Haute-Égypte, à Assouan, on peut estimer que la conquête de l'Égypte est faite. Même s'il y a des villages récalcitrants, même s'il y a toujours Mourad Bey, Ibrahim Bey qui sont dans le paysage, qui sont terrés, qui échappent aux Français, les Français contrôlent en principe toute la vallée du Nil, mais pas tout à fait. Par ses espions, Bonaparte a appris qu'un rassemblement de 50 000 hommes, ottomans et mamelouks avec l'appui des Anglais, est en cours en Syrie. Prendre l'initiative d'attaquer lui semble la meilleure des options. Confronté à de graves soucis militaires, Bonaparte n'a pas pour autant oublié l'une de ses missions, étudier la construction d'un canal permettant de couper la route des Indes aux Anglais. Dans sa marche vers la Syrie, il choisit de croiser l'ancien canal des pharaons sur lesquels travaillent enfin Villiers et Jollois. Bien que lancée dans la précipitation, la campagne de Syrie commence avec succès. Bonaparte s'empare du fort d'El Arish, où le deuxième chef mamelouk Ibrahim Bey s'est réfugié et parvient encore à s'enfuir. Bonaparte marche ensuite sur Gaza, où une deuxième victoire l'attend. Jaffa va être la prochaine étape. « 13 000 soldats français atteignent Jaffa au terme d'une nouvelle marche harassante dans le désert, galvanisé par Bonaparte, qui n'imagine sa nouvelle expédition que victorieuse. Effectivement, la victoire lui sourit. Un seul assaut lancé au petit matin suffit. Jaffa tombe dans l'après-midi. Huit mois après avoir pris pied sur le sol égyptien, Bonaparte marche victorieusement sur la Syrie. Cette nouvelle expédition militaire s'annonce sous les meilleurs auspices. Quant aux scientifiques, les voici comblés. Enfin autorisés à se rendre dans cette haute Égypte dont ils rêvent depuis si longtemps. Ils voguent vers le sud pacifié, à la rencontre de vestiges pharaoniques, prêts à s'émerveiller et à témoigner de la grandeur de l'Égypte au reste du monde. Vous venez d'écouter Napoléon, la campagne d'Égypte. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Napoléon, la campagne d'Égypte est un podcast coproduit par Initial Studio et Dockside Productions, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Dockside Productions et Indigène Productions, en association avec Z, et réalisé par Fabrice Ourlier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.